Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 16 juillet 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Après 9 mois de formation à l'école militaire supérieure du Niger, les officiers stagiaires ont reçu leur diplôme de fin de formation ce mercredi 16 juillet 2025 dans la matinée. Cette cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salifou Modi, s'est déroulée en présence des responsables hiérarchiques des forces de défense et de sécurité, des parents, mais aussi des familles des récipiendaires. Retour sur cette cérémonie avec Boubacar Ibrahim et Aboubakar Soleil. Simplement un souci avec cet élément. Je le disais, après 9 mois de formation à l'école militaire supérieure du Niger, donc les officiers stagiaires ont reçu leur diplôme de fin de formation ce mercredi 16 juillet 2025 dans la matinée. Cette cérémonie présidée par le ministre d'État et ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salifou Modi, s'est déroulée en présence des responsables hiérarchiques des forces de défense et de sécurité, des parents, mais aussi des parents des familles des récipiendaires. L'ambiance avec nos reporters Boubacar Ibrahim et Aboubakar Soleil. Il était un peu plus de 9 heures passées lorsque le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général Salifou Modi a marqué son arrivée pour cette cérémonie de remise des diplômes à la 4e promotion des officiers et stagiaires de l'école militaire supérieure de l'état-major des armées. Au total, ils sont 35 dont 22 des forces armées nigériennes, 5 de la garde nationale, 5 de la gendarmerie nationale et 3 du Burkina et du Mali, dira le commandant de l'école dans son mot de bienvenue, mot dans lequel il n'a pas manqué de faire une présentation de l'école et les objectifs à elle assigner. La rentrée inaugurale de l'école d'état-major est intervenue le 15 octobre 2021. L'école d'état-major se situe au premier niveau de l'enseignement militaire supérieur de MS1. Sa scolarité est sanctionnée par l'attribution du diplôme d'état-major (DM). L'objectif assigné par le commandement à l'école d'état-major est de former les futurs officiers d'état-major en tant qu'officiers traitants ou rédacteurs aux travaux qu'ils auront à effectuer en toutes circonstances au sein des cellules des différents types d'état-major organiques ou opérationnels. Le cursus de l'école d'état-major est centré sur la maîtrise des méthodes, des procédures et des techniques du travail d'état-major, notamment les méthodes de raisonnement général et tactique, l'emploi des forces au niveau tactique bas, les procédures opérationnelles, la communication écrite et orale et la maîtrise de l'anglais opérationnel. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque la fin du stage des officiers stagiaires de la 4e promotion de l'école d'état-major à l'issue d'une scolarité de 9 mois. Cette promotion, qui a effectué sa rentrée académique le 23 octobre 2024, est composée de 35 officiers, dont 32 Nigériens, notamment 22 des forces armées nigériennes, 5 de la gendarmerie nationale et 5 de la garde nationale du Niger, 1 du Burkina Faso et 2 du Mali. Dans l'allocution qu'il a prononcée pour la circonstance, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, se réjouit de l'aboutissement de cette formation. Salifou Modi n'a pas aussi manqué de retracer l'apport inestimable de l'école militaire supérieure de la modernisation de l'armée nigérienne. Comme de coutume, au terme de chaque année académique, nous nous retrouvons entre les murs de l'école militaire supérieure pour apprécier à sa juste valeur le travail accompli par les officiers stagiaires, leur encadrement et le corps professoral. Il s'agit de faire le bilan de 9 mois de travail intense au cours desquels les officiers stagiaires ont suivi avec assiduité une formation rigoureuse et exigeante centrée sur les méthodes, procédures et techniques d'état-major ainsi que sur des connaissances opérationnelles fondamentales nécessaires à la maîtrise de la conception et la conduite des manœuvres militaires de haut niveau.
L'école militaire supérieure qui nous accueille aujourd'hui est le reflet de la ferme volonté de son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, chef suprême des armées, de disposer d'un outil de défense supplémentaire à la hauteur des défis sécuritaires dans notre espace. L'enseignement militaire supérieur qu'elle dispense prépare les officiers de nos armées à faire face à des situations de crise multidimensionnelles, aussi bien dans le contexte national que sous-régional ou international. À cet égard, je me réjouis de la contribution inestimable de l'école militaire supérieure au rayonnement de notre pays. En 4 années d'existence, elle a formé des officiers d'état-major compétents et polyvalents, assistant efficacement la hiérarchie militaire à la prise de décision et participant avec brio à l'exercice du commandement dans les différents postes qu'ils animent avec honneur et dignité. L'autre moment fort de la cérémonie est marqué par la remise officielle des diplômes et le placement des insignes, avant d'être clôturé par une photo de famille. Félicitations donc aux récipiendaires. Le trafic de drogue prend de l'ampleur au Niger, comme en témoignent les différentes saisies opérées par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants Octrissa. Un phénomène qui pousse malheureusement beaucoup de jeunes Nigériens à la consommation de ces produits prohibés. Une situation qui doit interpeller les parents et même les autorités. Reportage Ismaël Moumouni, Abakar Souley. Démantèlement des réseaux de trafic de drogue dans telle ou telle localité du pays est devenu monnaie courante pour l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants au Critis, et cela depuis un certain temps. N'étant pas un pays producteur, mais vu sa situation stratégique, le Niger est devenu la plaque tournante du transit de drogue dans la sous-région. La drogue, avec ses multiples conséquences, est une entrave pour le développement de la jeunesse au-delà de la nation entière. Vraiment, par rapport donc à ce problème, vraiment, ça prend une tournure très dangereuse. Vraiment, surtout, particulièrement ici dans ce quartier, le truc donc de drogue, ça prend une tournure très dangereuse. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, mais les causes sont très profondes. Les réseaux de trafiquants de drogue sont des réseaux très puissants, donc qui vont utiliser tous les moyens pour faire passer leurs marchandises. Malheureusement, la drogue a beaucoup de conséquences sur la santé de la jeunesse. Pour un pays comme le Niger, qui a la chance d'avoir plus de 70% de sa population qui est jeune, s'adonner au trafic de drogue, vous conviendrez avec moi, nous n'aurons pas un lendemain meilleur. Lorsqu'il y a insécurité, naturellement, il va y avoir du trafic de drogue parce que c'est avec ces ressources de la drogue que les terroristes achètent aussi des armes. Donc vous imaginez un étudiant, par exemple, qui prend de la drogue, ça veut dire que ses parents et le pays ont investi dans cette personne pendant plus d'une vingtaine d'années et qui devient un mal nécessaire, qui devient inutile pour la société. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous devons lutter contre la consommation de la drogue, mais surtout beaucoup sensibiliser les jeunes sur les méfaits. Avec peu de moyens, ces braves hommes et femmes de l'Ocritis font de leur mieux pour traquer les trafiquants afin de les mettre en état de nuire. Les agents de l'Ocritis méritent d'être accompagnés pour le travail afin d'éradiquer ces fléaux. Au péril de leur vie, ces braves éléments de l'Ocritis affrontent les trafiquants de drogue qui pour la plupart munis des armes et qui ne vont pas hésiter d'utiliser en cas de descente. Merci Ismaël Oumouni. Le miel est un produit naturel très riche en vitamines et en sels minéraux. Ce produit issu des abeilles est utilisé dans le traitement de plusieurs maladies. Un produit donc d'un grand apport pour l'organisme, comme nous l'explique ici le nutritionniste Abdrazak Bello. Le premier apport du miel, c'est que le miel apporte du sucre. Et tout le monde a déjà remarqué que la consommation du miel, lorsqu'on consomme du miel, on a un goût sucré. Donc, de par sa teneur en sucre,
le miel est un aliment énergétique et le miel apporte vraiment de l'énergie sous forme concentrée. Et à ce titre, il peut être utile notamment pour des personnes qui ont besoin d'énergie, notamment les sportifs, et également d'autres personnes qui exercent une activité physique intense. Donc, mais c'est surtout la teneur en si qui est importante dans la consommation du miel. Mais globalement, on peut estimer que le miel peut apporter à différents degrés des polyphénols et on connaît l'importance des polyphénols, notamment dans la prévention d'un certain nombre de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est du point de vue de la composition. Maintenant, lorsque on consomme du miel, comme je l'ai dit, la première chose pour laquelle on va consommer du miel, c'est avoir de l'énergie. La deuxième chose pour laquelle on peut consommer du miel, c'est vraiment parce que ça a un effet apaisant. C'était là le nutritionniste Abdourazak Bello sur l'importance du miel dans l'organisme. Un clin d'œil à présent dans les ateliers de lavage des véhicules qui sont de plus en plus animés pendant cette période de saison de pluie. En effet, les usagers fréquentent ces points de lavage pour l'entretien de leurs véhicules. Les gérants, eux, ils se frottent les mains. Reportage de notre stagiaire Moucharafa Jupo et Abakar Soleil. En cette période de pluie à Niamey, il n'est pas rare de constater les véhicules très sales qu'il faille obligatoirement laver. C'est l'occasion parfaite donc pour les responsables des lavages automobiles de la capitale de se frotter les mains, au vu de l'engouement dans les différents lavages. Selon un des employés, ce métier est une activité génératrice de revenus qui leur permet de subvenir à leurs besoins. J'arrive bien à subvenir à mes besoins. Parfois, il n'y a pas assez de travail et des fois, nous sommes même débordés. On lave les motos à 500 francs et les voitures à 2000 voire 3000 francs. Les gros porteurs aussi viennent, on les lave à 10 000 francs CFA. On gagne bien notre vie comme cela. Pour les clients, cet état de fait est dû à la mauvaise qualité des voies de la capitale, qui manque cruellement d'un système de drainage. Les routes sont à la base de la saleté des voitures. Les voies sont dégradées parce qu'elles n'ont pas de caniveaux. Il y a de l'eau sale sur les routes, donc forcément les voitures aussi vont être sales. Comme l'a dit l'adage, il n'y a pas de sous-métier. D'où l'invitation pressante à l'endroit des autres jeunes à bien vouloir trouver une occupation, quelle qu'elle soit, surtout en cette période des grandes vacances. Du courage alors à ces jeunes qui animent les points de lavage. Notre rendez-vous hebdomadaire à présent, la chronique juridique, elle porte aujourd'hui sur l'injonction de payer un thème développé par le juriste Emmanuel Alfred Oubadje. Il est également président du Raza Presse. Très bonne réception. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème qui porte sur l'injonction de payer. L'injonction de payer, en fait, est prévue par l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution. Vous savez, dans les relations d'affaires, les gens sont amenés souvent à réclamer certaines créances. Eh bien, cette réclamation des créances est prévue selon une procédure particulière appelée la procédure d'injonction de payer. Nous allons essayer de voir les conditions dans lesquelles cette procédure est exercée. En se référant à l'article 1er de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, on se rend compte que l'énumération est formée de cette manière, où cette disposition stipule que le recouvrement d'une créance certaine, liquide
et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer. Ici, j'aimerais que nous nous retardons un peu sur le terme recouvrement de créances. Et comme je l'ai dit tantôt, dans le cadre des relations d'affaires, les gens sont appelés à réclamer des créances qui sont restées impayées. Et c'est bien que cette procédure leur est ouverte afin de pouvoir bénéficier ou bien de rentrer dans leurs droits. Donc, l'article 1er de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies de recouvrement et les voies d'exécution dispose que le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer. Ici, il y a un certain nombre de conditions qui ont été posées pour engager la procédure d'injonction de payer. Notamment, la créance en question qui est réclamée doit revêtir certains caractères. Premièrement, la créance doit être une créance certaine. La créance doit être également une créance liquide et enfin une créance exigible. De quoi est-ce qu'il s'agit? Que veut dire créance certaine? Alors, la créance certaine, c'est une créance incontestable et qui est actuelle. Et le résultat de cette exigence que le titulaire d'une créance éventuelle ne peut pas recourir à la procédure d'injonction de payer. Donc, vous voyez ici le caractère certain de la créance fait en sorte que ce soit une créance incontestable. Ici, il n'y a pas de doute sur le caractère certain de la créance. Et puisque cette créance est certaine, cette disposition vous permet légalement de réclamer ou bien de procéder au recouvrement de cette créance par la procédure d'injonction de payer. Mais en dehors du caractère certain de la créance doit être également liquide. Le caractère liquide veut dire tout simplement que il y a un montant qui est déterminé. Lorsque son montant en argent est connu et déterminé, en ce sens, nous parlons de la créance liquide, puisque là, nous avons une idée claire du montant qui est réclamé. Donc, en fait, le législateur OHADA est allé dans ce sens pour montrer que ce n'est pas n'importe quel type de créance qui peut être recouvré par la voie de la procédure d'injonction de payer. Il y a un certain nombre de caractères que doit revêtir la créance afin d'engager la procédure d'injonction de payer, notamment le caractère certain de la créance, le caractère liquide de la créance et enfin le caractère exigible de la créance. En ce sens, le caractère exigible est de mise lorsque le titulaire peut exiger immédiatement le paiement de la créance. On peut déduire de cette exigence que la procédure d'injonction de payer ne peut pas être utilisée pour le recouvrement de créances assorties d'un terme suspensif. Si déjà il y a un terme suspensif qui a été prévu entre les parties, là vous ne pouvez pas engager la procédure d'injonction de payer. Mais lorsque vous pouvez immédiatement exiger le paiement de la créance, là vous pouvez engager la procédure d'injonction de payer. Donc pour me résumer, la procédure d'injonction de payer avant de l'engager, c'est-à-dire vous avez une créance avec une personne, avec un partenaire d'affaires et que vous n'arrivez pas à recouvrer cette créance, la loi ou le code OHADA vous permet d'engager ou bien de procéder au recouvrement de cette créance par la voie de la procédure d'injonction de payer. Mais attention, il faudrait que cette créance puisse revêtir un certain nombre de caractères, notamment le caractère certain, le caractère liquide et le caractère exigible. Eh bien, en dehors de ces caractères de la créance, nous allons voir maintenant ou bien qu'est-ce qui est à la base ou la cause de cette créance, ou bien dans quelles conditions on peut, ou bien qu'est-ce qui donne naissance à une créance qui peut être recouvrée par la voie de la procédure d'injonction de payer. Et en ce sens, l'article 2
de l'acte uniforme dont nous parlons tantôt dispose ceci. La procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque vous retenez ces deux conditions. Tout à l'heure, nous avons vu les caractères que doit revêtir la créance. Mais ici, nous voyons les conditions dans lesquelles on peut engager la procédure d'injonction de payer. Donc, l'article 2 prévoit deux conditions. La première condition est celle d'une créance qui a une cause contractuelle. Et deuxièmement, c'est que l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Voici les deux conditions qui ont été posées. La première condition, c'est que pour engager une procédure d'injonction de payer, la créance en question doit avoir pour base une cause contractuelle. C'est-à-dire que les parties étaient engagées dans un contrat. Ça peut être un contrat d'affaires, ça peut être un contrat en tout cas qui permet ou bien qui vous donne un certain nombre de droits pécuniaires, etc. Donc, dès l'instant où la créance que vous cherchez à recouvrir a une base contractuelle, c'est-à-dire elle est basée sur un contrat, eh bien, l'article 2 ou bien la procédure d'injonction de payer peut être engagée. La deuxième condition, c'est celle dans laquelle la créance ou l'engagement ou ce que vous recherchez est basé ou résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque ou d'une provision qui s'est relevée ou révélée inexistante ou insuffisante. Je m'explique. Quelqu'un vous doit de l'argent ou bien devait procéder à un paiement. Eh bien, il utilise un chèque. Mais vous êtes allé encaisser ce chèque, mais après ce chèque s'est révélé sans provision. D'ailleurs, le chèque sans provision est quand même un acte assez grave. En donnant le chèque, vous devez connaître déjà le fonds ou bien ce que vous avez sur votre compte. Donc c'est reprimé au pénal, chèque sans provision. Donc si vous prenez un chèque dont vous n'arrivez pas à encaisser parce qu'il n'y a pas de provision, eh bien au terme de l'article 2, vous pouvez engager la procédure d'injonction de payer pour réclamer le paiement de cette créance. Ou bien lorsque cela résulte également de tout effet de commerce. Il en va de même. Donc, nous voyons ici que la créance a non seulement des caractères, le caractère certain, liquide et exigible avant d'engager la procédure, mais également il faudrait que l'engagement même ou bien ce que vous recherchez puisse résulter, puisse avoir une base qui est de nature contractuelle, ou bien que cela résulte des effets de commerce ou d'un chèque sans provision ou d'une provision qui s'est révélée inexistante ou insuffisante. Voici autant de conditions qui ont été posées par le droit OHADA. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés par la thématique, quand vous serez dans ce genre de circonstances, vous pouvez saisir les professionnels du droit qui peuvent engager la procédure, qui peuvent saisir la juridiction compétente, notamment le président du tribunal. Maintenant, quand cette requête est déposée, eh bien, il reviendra au président du tribunal d'examiner est-ce que ce que vous demandez est fondé en droit. Si, après examen, le président de la juridiction compétente estime que, eh bien, la créance est fondée, eh bien, il fait droit à votre requête par voie d'ordonnance. Et donc, maintenant, après, vient également d'autres procédures, telles que l'opposition, parce que si la personne contre laquelle vous avez engagé la procédure également n'est pas d'accord, la loi lui donne la possibilité de contester cette décision du président du tribunal par la voie de l'opposition. Mais retenez tout simplement que, et c'est là l'objet de ma communication, pour dire tout simplement, quand vous avez une créance, puisque bien souvent, c'est à ce niveau que se posent les problèmes. Beaucoup de gens ont des créances qu'ils n'arrivent pas à recouvrer parce qu'ils ne maîtrisent pas la procédure qui sied selon chaque type de dossier ou bien chaque type d'affaire. Donc, dès l'instant où votre créance en question a une base contractuelle ou qu'elle résulte d'un effet de commerce, ce que nous avons vu au terme de l'article 2, vous avez la possibilité d'engager la procédure d'injonction de payer. Et si votre créance est fondée ou si après examen du dossier,
le président du tribunal estime que votre requête est fondée, eh bien, il fait droit à votre requête et en ordonnant à votre débiteur de procéder au paiement.